Allez, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire organisé par la Mutualité française de Bretagne en partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental de Bretagne, autrement dit le CESER. Ce soir, pendant presque 1h30, nous allons parler de la biodiversité en Bretagne, un sujet simple en apparence, mais en apparence seulement, un sujet qui nous concerne tous, nous préoccupe tous, interroge nos pratiques et met en lumière les interactions constantes et pour ainsi dire vitales entre l'homme et la nature. La crise sanitaire de la Covid-19 en est une démonstration pour le moins troublante, pour ne pas dire éclatante. Pour aborder cette thématique, en décrypter les enjeux sociétés et amorcer des esquisses de solutions, nous avons la chance d'accueillir ce soir Sylvie Magnanon. Sylvie Magnanon, vous êtes directrice scientifique du Conservatoire botanique national de Brest, représentante et co-rapporteur avec M. Ronan Le Guen de l'étude du Césaire portant sur la biodiversité et intitulée « Biodiversité et société en Bretagne, cultivons les interactions ». Nous recevons également Ophélie Damblé. Ophélie, vous êtes une jeune trentenaire citadine en transition, devenue agricultrice urbaine et youtubeuse. Vous prenez la pédagogie de l'échec comme clé de la réussite. Vous êtes également auteur de BD avec Green Guerilla, ainsi qu'auteur du manifeste pratique de la végétalisation urbaine. En clair, vous êtes le cliché de la parisienne trentenaire bossant dans la pluie qui décide de passer à l'attaque pour reverdir sa ville plutôt que de la quitter. Vous êtes surtout l'illustration qu'on peut toutes et tous changer à condition de le décider et vouloir faire sa part. Et enfin, nous recevons Amandine Le Breton-Garnier, directrice plaidoyer et prospective à la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et pour l'homme. Devant votre écran, n'oubliez pas que vous pouvez intervenir à n'importe quel moment en posant vos questions. Nos invités se feront un plaisir d'échanger avec vous. Enfin, pour conclure ces échanges, nous retrouverons M. Georges Lestanlen, conseiller départemental du Finistère. Voilà, les présentations sont faites. Avant de rentrer plus avant dans la thématique, je vais laisser la parole à Madame Fabienne Collas. Fabienne Collas, vous êtes présidente de la Mutualité française de Bretagne et vous allez nous expliquer pourquoi la biodiversité est un sujet capital pour la Mutualité française, quels sont les liens entre biodiversité et santé. Vous allez également nous préciser l'engagement de la mutualité et pourquoi pas les mesures que nous pourrions tous prendre collectivement ou mettre en œuvre après la crise sanitaire pour entrer durablement dans le monde d'après. Madame la Présidente, la parole est à vous. Merci Christian. Alors là, j'en ai pour 1 heure pour répondre à toutes vos questions. Nous sommes timés, je vous rappellerai à l'ordre, Madame la Présidente. Bon, bah écoutez, bonsoir à toutes et à tous. C'est parti pour une webconférence. Pas facile d'être derrière son écran pour échanger. En tout cas, au nom de la Mutualité française Bretagne et puis du Césaire, je suis vraiment ravie d'introduire cette table ronde qui me tient à cœur. Et puis, je trouve qu'on a de belles personnalités. Alors, ce soir, on va vous inviter à voir la vie en vert. Moi, je trouve que c'est pas mal, ces temps de crise sanitaire et puis de restrictions en tout genre. Et donc, au titre de la MFB et du Césaire, je souhaite remercier tout d'abord notre trio, parce qu'on a un sacré trio, Ophélie, Amandine, Sylvie, 3 jeunes femmes dynamiques, impliquées pour ce 8 mars dédié aux droits des femmes. C'est plutôt bien vu, je trouve. Alors, bien sûr, les hommes ne seront pas en reste. Vous avez déjà remarqué qu'on a un journaliste d'Ouest France, Christian Vert, pour animer le débat. Et puis, nous aurons un conseiller finistérien, Georges Lostanlen, qui aura la lourde tâche de conclure, ce n'est pas toujours le travail le plus facile à faire, ou tout du moins, je l'espère, il pourra nous donner envie d'amplifier les mobilisations sur le terrain de la biodiversité. Alors, je salue aussi toutes celles et tous ceux qui nous font le plaisir d'être présents, même si on ne vous voit pas, on vous devine. Alors, il y a beaucoup d'élus locaux, signe qu'il y a une volonté politique d'avancer sur le sujet qui nous préoccupe ce soir. Donc, merci à vous toutes et tous. J'en profite pour faire une petite pub au passage. À la Mutualité, on a noué un beau partenariat avec l'Association des maires de France en 2020 et on a produit un observatoire qui met en lumière les grands enjeux sociaux et de santé, dont la santé environnementale sur les territoires. Voilà, ça c'est fait, mais c'est un bel outil. Vous êtes aussi beaucoup de militants associatifs et mutualistes. Donc ça, c'est la preuve que nous sommes bien toutes et tous engagés sur le sujet. Alors, cet après-midi, il y avait 166 inscrits, 86 femmes, 80 hommes. Donc, je trouve que pour la parité et pour la journée
droits des femmes, c'est très bien, ça me va. Un petit clin d'œil aussi aux membres de la commission qualité de vie du Césaire de Bretagne, hein, qui ont réalisé l'étude dont va vous parler Sylvie dans quelques instants et qui ont formulé des préconisations pour faire de la Bretagne une région à la pointe de la biodiversité. Si, nous on y croit fortement. Voilà. On n'oublie pas Ronan Le Guen qui est co-rapporteur de l'étude. Voilà. Et puis, je salue au passage aussi Fabien Brissot, qui est le chef du pôle société au Césaire. Et il nous a aidés à cheminer et à préciser nos idées. Donc, un grand merci, Fabien. Voilà. Et pour finir, je voulais juste dire un tout petit mot sur les liens entre mutualité et biodiversité, parce que de prime abord, le sujet de la biodiversité, ça pouvait sembler éloigné de nos préoccupations à la mutualité, mais c'était sans compter sur la crise de la Covid-19. On peut dire qu'on peut aujourd'hui repenser la protection sociale en lien avec la nature et l'environnement. La crise de la Covid, elle a révélé les enjeux vitaux, sociétaux de la biodiversité. L'érosion rapide de la biodiversité, elle a bien sûr un impact sur la qualité de vie, la santé, l'alimentation, le bien-être de la population bretonne, mais aussi le développement économique, social et environnemental de la Bretagne. Autant de sujets sur lesquels la Mutualité française Bretagne intervient, en soutenant par exemple le pacte du pouvoir de vivre, qui alerte sur l'urgence d'agir tant sur les questions sociales que sur les questions écologiques. Et puis, on intervient aussi en développant des actions de prévention sur l'alimentation saine et durable ou bien encore sur la qualité de l'air intérieur. Voilà. Le Césaire a par ailleurs choisi de centrer son étude sur les mobilisations en faveur de la biodiversité, en arguant qu'il est urgent d'agir sur les comportements qui influencent l'état de la biodiversité. Et donc, on peut dire que la biodiversité est l'affaire de toutes et tous. Chacun peut agir à son niveau. De même qu'on peut éduquer à la santé, on peut éduquer à la nature. De même qu'on peut être responsable de sa santé, on peut faire des choix éco-responsables. De même qu'on peut s'engager pour la promotion de la santé, on peut construire un projet collectif en faveur de la biodiversité et continuer à faire société en Bretagne. Mais je vois Christian qui commence à s'agiter. Je suis sûre que je parle un peu trop. Donc, j'ai envie de dire, comme l'héroïne de Guérilla Green dans la BD d'Ophélie Damblé, « Allô, wake up, on n'a plus le temps, poteau, c'est l'état d'urgence. Allez, hop, 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 on s'y colle. » Donc, très bonne table ronde à toutes et à tous. Merci à vous. Merci Fabienne. Rassurez-vous, pour l'instant, on est encore très largement dans les temps. Peut-être avant de commencer à parler plus directement de biodiversité, moi je voulais vous proposer un petit sondage rapidement avant de préparer, enfin pendant que j'ai préparé cette table ronde. Je me suis baladé sur Internet pour savoir exactement c'est quoi la biodiversité, qu'est-ce que ça sous-entend, quelles en sont les ramifications. Et je suis tombé sur un petit quiz étonnant qui a été publié par Novetic, site d'information sur l'investissement socialement responsable, qui est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Et moi, je pensais être quelqu'un de plutôt averti, mais en fait, bah non, tout faux. Donc, si vous voulez participer avec moi à ce petit questionnaire, en interactif, indirect, ça va être compliqué, mais je vous pose néanmoins ces 3 petites questions et ça permettra de recentrer le débat. Question numéro 1. Quel est le pourcentage de la surface de la Terre dégradée en raison d'une pression sur les ressources naturelles? Alors, 3 réponses. A, 25%, B, 50%, C, 75%. Question numéro 2. Selon vous, quand tombe le jour du dépassement? Le jour du dépassement, c'est celui qui marque le moment où l'humanité a utilisé toutes les ressources de la Terre que la Terre est capable de produire en un an. 3 possibilités. A, 15 mars, B, 22 août, C, 2 octobre. Quelqu'un veut répondre parmi nos panélistes? Une idée, une suggestion? Moi, j'étais sur le 15 mars, et ben non, c'est le 22 août. Ouais. En gros, on a perdu 3 semaines par rapport à 2019, et ce, malgré la Covid-19, sans commentaire. Question numéro 3. Alors, attendez, j'ai perdu mon fichier. Alors, si je ne vous donne pas la bonne question, on ne va pas pouvoir y répondre. Question numéro 3. Quelle est la principale cause de la perte de biodiversité? Là encore, 3 propositions: l'alimentation, le changement climatique ou l'exploitation des ressources fossiles. À votre avis, quelqu'un veut répondre? L'alimentation.
Oui, mais vous aviez déjà la réponse. C'est pas du jeu, c'est pas du jeu. Ah, d'accord. La Et triche. effectivement, vous avez raison, c'est l'alimentation. Moi, j'aurais parié sur le changement climatique, bah, comme quoi il faut que je révise mes basiques. Et en gros, le régime alimentaire occidental est de plus en plus globalisé et occasionne des changements d'utilisation des sols et une surpêche. Et c'est la première cause de perte de biodiversité dans le monde. Bon, alors je vais arrêter là avec mes mauvaises nouvelles. Au total, il y a 10 questions dans ce quiz. Je vous invite à y participer, à le consulter. Vous verrez, c'est très enrichissant et ça remet bien en perspective les enjeux de la biodiversité. Alors tout de suite, on va rentrer sur la biodiversité. Quel état des lieux? Je vais me retourner vers Amandine Le Breton-Garnier qui a déjà les réponses à mes questions. Donc, comme ça, je serai en zone de confort et en toute sécurité. Donc, vous êtes, je le rappelle, directrice plaidoyer prospective à la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et pour l'homme. J'ai envie de vous demander de façon très pragmatique, Amélie, c'est quoi la biodiversité et quels sont les liens, les interactions avec l'homme et l'humanité? Alors en fait, la biodiversité, c'est la contraction de diversité biologique et c'est la Convention sur la diversité biologique signée à Rio en 92 qui l'a définie, vraiment pleinement pour la première fois. Et elle l'a définie finalement comme, la somme de la diversité donc écosystémique, donc celle des écosystèmes, la diversité spécifique, celle des espèces et la diversité génétique associée aux gènes. Donc c'est vraiment ces 3 niveaux, de diversité, mais pas seulement. C'est aussi les interactions entre ces différents niveaux et leurs fonctions. Et donc ce que ça a permis de mettre en évidence à partir de 1992, c'est d'une part cette complexité de la biodiversité, mais aussi le fait qu'elle ne se limite pas seulement à la diversité des espèces, les plus connues ou les plus emblématiques. Et finalement le fait que la diversité, alors qu'on appelle souvent biodiversité ordinaire, qui est souvent négligée, est tout aussi essentielle finalement. Et d'ailleurs, Robert Barbeau, qui est un écologue du Muséum d'histoire naturelle disparu aujourd'hui, parlait de tissu vivant. Et je trouve que c'est une belle image en fait pour parler de ce qu'est la biodiversité. C'est-à-dire que ce tissu, il existe en tant que tel, mais aussi il sous-tend toutes les activités humaines. Et donc, vous posiez la question des interactions avec nos activités. Ben, finalement, c'est un peu tout. Il n'y aurait pas d'activité humaine, de développement économique, social, d'interaction même culturelle, sans cette diversité et sans les services écosystémiques que les sociétés humaines tirent de cette biodiversité. Je crois qu'on y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est vrai que donc justement ce qu'on appelle le Millennium Ecosystem Assessment a défini différents services que procurait la biodiversité pour voilà, pas seulement pour la définir, mais aussi pour qu'on se rende compte que les sociétés humaines vivent sur le bon fonctionnement de cette biodiversité. Et notamment, elle en définit 4. Les services d'approvisionnement, que sont par exemple la production alimentaire, le bois, etc. Les services de régulation, comme la séquestration du carbone dans les sols, les océans. Les services de support, alors ça, c'est des services qui sont nécessaires à la réalisation des autres services comme la formation, la fertilisation des sols, par exemple, qui est essentielle, ou encore la pollinisation, dont on parle beaucoup. Et puis enfin, les services culturels qu'on sous-estime souvent, puisque voilà, ils font partie des conditions de notre épanouissement psychologique et affectif, ça c'est très documenté aussi. Et finalement, ces 4 services nous permettent de vraiment nous rendre compte finalement de nos interactions avec la biodiversité. Si je vous suis bien, Amandine, il n'y aurait pas d'un côté le monde végétal, le monde animal, l'humanité, mais plutôt un système avec des connexions, des interactions et des services. En effet, surtout pas. Et cette mise en silo, bon, qui est le propre à mon sens de beaucoup de mots aujourd'hui, Mais on aime bien classer, catégoriser les choses. voilà, et essayer de montrer que ce sont des boîtes non connectées entre elles, etc. Et ce dont on se rend compte aujourd'hui, justement, c'est que c'est ce tissu vivant et ces interactions qui font la solidité des sociétés humaines. Et s'il y a des trous dans ce tissu vivant ou qu'il est fragilisé, ben, on voit bien notre propre fragilité. Paradoxalement, l'UICN nous dit qu'il y a de plus en plus d'espèces qui disparaissent. On a d'un côté scientifique aussi du mal à recenser tout le vivant dans son ensemble. Le défi est en effet immense. Néanmoins, tous les scientifiques s'accordent aujourd'hui pour dire qu'on est en train de vivre ce qu'on appelle la 6e grande extinction et que pour une fois, ce ne serait pas la nature qui serait responsable de cette extinction, mais plutôt l'humanité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors oui, on entend souvent parler de cette 6e extinction. Alors depuis l'apparition de la Terre il y a 3,5 milliards d'années, ont été décrits 5 épisodes d'extinction massive, hein, qui sont allés jusqu'à
l'éviction de la surface de la planète de 95% des espèces marines, 70% des espèces terrestres pour la première d'entre elles. Donc, c'était vraiment des extinctions massives. Donc, finalement, les disparitions d'espèces font partie du cours naturel de l'histoire de la Terre. Mais finalement, l'activité humaine, et c'est la même manière de voir les choses pour le changement climatique, en fait, accélère les rythmes. Donc, accélère pour la biodiversité les rythmes d'extinction. Donc, en fait, là, ce qui est évalué, c'est que le taux d'extinction actuel sont 1000 fois plus élevés que les taux d'extinction naturelle. Et c'est bien cette accélération qui est problématique. Ce n'est pas l'extinction dans l'absolu, c'est le fait que voilà, cette accélération en fait, fragilise dans un temps très très court l'ensemble des écosystèmes. Et ce que montre la recherche et la science, c'est qu'en fait, ce rythme ne cesse d'augmenter et que même on parle de taux futurs d'extinction qui sont 10 000 fois plus élevés si on reste sur les mêmes trajectoires d'activité humaine destructrice. Donc on comprend bien, c'est une accélération en fait de la crise qui peut conduire à cette 6e extinction. Donc il y a un rapport qui fait date là ces dernières années, c'est le rapport de l'IPBES en 2009, qui met en évidence qu'il y a environ 1 million d'espèces menacées d'extinction et que justement vous proposiez ce point tout à l'heure de votre quiz, mais justement c'est bien l'alimentation qui serait une des premières causes identifiées et sur laquelle du coup en termes de perspective aussi on peut jouer pour améliorer les choses. C'est ce qu'on appelle également l'anthropocène. Exactement, on est en plein dans l'anthropocène. D'accord, merci Amandine. Je me tourne maintenant vers Sylvie Magnanon. J'avais envie de vous poser une question très triviale pour commencer. Le Césaire, c'est quoi? Ça sert à quoi? Alors le Césaire, en fait, il y en a dans chaque région de France. C'est une assemblée régionale consultative. En Bretagne, elle est constituée de 120 membres de la société civile organisée. Donc, ça va des syndicats de salariés aux syndicats de patrons, pour faire court, les professions non salariées, des acteurs de la vie collective, sociale, culturelle. Enfin, voilà, il y a les chambres consulaires, les associations. Voilà, ça rassemble beaucoup de personnes qui viennent, ça rassemble des personnes qui viennent d'horizons très divers. Et cette assemblée est censée représenter la société bretonne, au moins la société organisée. Voilà. Donc ça donne, c'est une assemblée qui donne des avis pour le conseil régional et qui peut se saisir d'un certain nombre de sujets d'études et qui donc conduit des études comme celle sur la biodiversité qui a été menée, qui a été rendue en fin d'année dernière. Voilà. Et donc les études qui sont menées par le Césaire, comme les avis qui sont rendus d'ailleurs, sont des avis et des études assez consensuelles qui sont destinées à traduire le point de vue d'une société de manière la plus consensuelle possible, en fait. Voilà. D'accord, donc c'est un regard et un travail pluridisciplinaire ou transdisciplinaire d'une certaine façon. Voilà, qui croisent des regards, qui croisent des points de vue, chacun avec son angle d'attaque, amène un regard particulier sur un sujet particulier. La méthode du Césaire est très intéressante. Elle prône le dialogue, l'écoute, le respect des points de vue des uns et des autres. Et la seule règle, en quelque sorte, c'est cette écoute, ce dialogue et la recherche du consensus entre tous ces points de vue qui, a priori, peuvent être divergents. Mais on cherche absolument à trouver le point d'équilibre entre tous ces regards. C'est ce qu'on a fait sur la biodiversité en particulier. C'est un sujet qui émerge de toute façon un peu partout. Quand on a commencé à travailler là-dessus, on a proposé ce sujet en 2018. Ce n'était pas un sujet qui apparaissait d'enjeu majeur pour tout le monde au sein de la commission du Césaire, la commission environnement qualité de vie à laquelle je participe. Pour certains, très honnêtement, c'était il y a 2 ans un sujet peut-être encore assez anecdotique. On a débattu, on a fait des tours de table, etc. Et en fait, on s'est aperçu qu'en rentrant progressivement dans ce sujet, en essayant de voir quelles étaient les implications, les tenants, les aboutissants, on s'est rendu compte que oui, c'était bel et bien un sujet de société qui était transversal, qui était préoccupant. Et donc qui méritait l'attention d'une commission avec tous ces regards complémentaires.
Donc voilà, alors après, on s'est penché progressivement sur ce sujet-là, on s'est approprié des notions qui, pour certains sont complexes, enfin pour la plupart en fait, même, ceux qui sont un peu spécialistes du domaine, la biodiversité, c'est une notion complexe, donc il faut rentrer dedans, comprendre ce que c'est qu'une espèce et qu'est-ce que c'est que les interactions entre espèces, entre des sols, des plantes, des animaux et cetera. C'est pas simple au départ, il faut y aller, je dirais. Il y a un regard, un peu, technique, hein, qu'il faut dépasser. Il y a des regards culturels qu'il faut s'approprier. Donc voilà, le travail du Césaire, ça a été de mélanger tout ça, de croiser tous ces points de vue, qu'on soit chef d'entreprise, militant associatif, syndicaliste, enfin voilà, on a, mobilisé tous nos regards autour de ce sujet pour essayer d'en faire ressortir un peu les éléments, qui pouvaient, être, qui pouvaient, être un point commun en fait pour l'ensemble de ces personnes, en essayant de, trouver, de proposer des solutions en fait pour mobiliser, la population bretonne en faveur de ce sujet. Alors, moi, j'ai lu attentivement le rapport qui a été publié par le Césaire. Je trouve que le diagnostic est vraiment très, très complet. Je le trouve modéré quand même dans son approche. Vous, à titre personnel, vous trouvez que la situation est inquiétante, il est urgent d'agir? Oui, enfin, pas que à titre personnel, en fait, on s'appuie dans l'étude, du Césaire, sur, l'étude est très documentée, hein, je vous invite à la lire, et Alors, il y a donc le lien qui apparaît dans le chat. oui, Si vous voulez ouais. aller plus loin, vous pouvez consulter la ressource en ligne. Donc on s'est appuyé sur des faits en fait, hein, et beaucoup d'études, notamment les études de l'IPBES comme, la plateforme, en fait le GIEC de la biodiversité pour faire court, la plateforme, intergouvernementale, sur la biodiversité. On s'est appuyé sur des études scientifiques. On a visité beaucoup de lieux. On a fait plus de 70 auditions de personnes très variées venant du monde professionnel, du monde scientifique, etc. Et oui, la situation est préoccupante. Il y a des chiffres, hein, qui ressortent, qui sont sortis notamment par, l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, qui montrent qu'en Bretagne, comme dans d'autres régions, près d'un quart, des espèces sont menacées, de disparition, que, voilà, l'artificialisation des terres est quand même très préoccupante. Enfin voilà, tout ça est dit dans l'étude du Césaire. Heu, mais en même temps, voilà, il faut dépasser ces chiffres et ces constats, pour, faire aussi émerger, tout un tas d'actions positives, hein, qui ont lieu aujourd'hui en faveur de la biodiversité, qui sont très souvent, méconnues, et qui viennent, alors pas contrebalancer, on ne peut pas contrebalancer, C'est ce une petite note diagnostic un petit peu d'espoir. négatif, mais voilà, ça donne en tous les cas des perspectives en termes d'action et on n'est pas là à regarder, les bras ballants, la situation, des choses sont possibles en fait et avec l'ensemble des acteurs. Vous parlez d'engagement, ça me fait une transition toute trouvée pour donner la parole à Ophélie Domblé. L'engagement, il peut être à la fois collectif, il peut être au niveau d'une collectivité, d'une entreprise, d'une association, mais il peut être aussi individuel. Vous, Ophélie Domblé, vous êtes tombée un peu dans la biodiversité par hasard? Racontez-nous, quel a été votre parcours? Oui et non. Alors moi, je suis originaire du Sud-Ouest, donc j'ai vécu mon enfance à la campagne. J'étais entourée d'amis qui étaient plutôt du monde paysan. Alors moi, je viens pas de ce monde-là, mais en tout cas, mes premiers jobs à l'âge de 14 ans, c'était dans les champs de maïs. Donc j'ai touché un peu à ça, en sachant qu'à l'époque, le métier de paysan n'était pas du tout valorisé. Au contraire, on appelait ça les paysous de manière très péjorative. Et donc, moi, à l'âge de 17 ans, j'ai tout fait pour monter à la capitale, comme on dit, et j'ai travaillé dans le monde plutôt de la culture et de la communication pendant près de 10 ans. Et en fait, ma prise de conscience s'est faite progressivement, surtout autour de l'alimentation, parce que j'avais de plus en plus d'amis autour de moi qui devenaient végétariens, ce qui, évidemment, m'interrogeait sur moi, ma propre consommation. Donc, j'ai commencé à lire beaucoup de choses sur
pas que l'élevage, mais l'agriculture dans son ensemble. Et ça a été beaucoup évidemment de prise de conscience autour voilà, des semences, du fait qu'on rend nos sols de plus en plus infertiles. Enfin, vous connaissez un peu maintenant tous ces sujets. Et donc, moi, j'ai commencé à rentrer dans une forme de dissonance aussi cognitive, puisque à Paris, on est très hors sol au final, on passe peu de temps proche de la terre. Et quelque part, ça m'a peut-être aidée aussi dans cette transition. Ça a été tellement difficile, cette dissonance, que peut-être que ça a accéléré aussi ce changement de vie. Donc, j'ai fait une grande rupture avec mon job dans la com et je suis partie apprendre le maraîchage. Donc, d'abord à la campagne. J'ai fait ce retour à la terre vraiment en zone rurale. Et puis, de cet apprentissage, je me suis rendu compte que la ville me manquait et que j'avais envie d'y faire quelque chose, d'y revenir non plus pour la subir, mais pour participer à sa transformation. Et donc, il y a 4 ans maintenant, on commençait à pas mal entendre parler d'agriculture urbaine. Et donc, j'ai commencé à travailler là-dedans. Et toute cette reconversion, je l'ai racontée en vidéo. Donc, c'est pour ça qu'on dit que je suis youtubeuse. C'est que j'ai une chaîne YouTube sur laquelle j'ai vraiment raconté toutes ces expériences et puis aussi toutes ces rencontres avec tous ces gens qui se reconvertissent, qui se lancent dans des projets collectifs ou individuels. Et aujourd'hui, j'ai 2 casquettes. J'ai monté une petite pépinière de quartier dans le 93, dans une zone qui est très urbanisée, très bétonisée, où je produis des plants à destination des citadins qui voudraient végétaliser leur balcon, leur jardin partagé, etc. J'anime des ateliers, pareil, pour les débutants qui voudraient se lancer. Et je communique aussi beaucoup sur ce sujet de la nature en ville. Et mon objectif, c'est de dire déjà qu'il faut sortir du syndrome de la main verte, de ne pas avoir peur de se lancer. Et puis que le jardinage, il y a tellement de choses derrière. Ce n'est pas juste pour manger 3 tomates cerises, c'est que c'est un vecteur de lien social énorme. C'est aussi en ville l'occasion de participer concrètement à typiquement les îlots de chaleur. On a des gros problèmes. Là, on va faire face à des canicules qui vont être de plus en plus difficiles. Il faut débétoniser les cours d'école, les cours de prison, etc. C'est des choses qui peuvent être très, très concrètes. Donc voilà, je continue de communiquer là-dessus via différents supports maintenant, les réseaux sociaux, YouTube et des livres et des conférences. Finalement, il y a plein de formats possibles à imaginer, mais toujours dans cette idée de rendre les choses accessibles, ludiques. Et puis pour moi, il ne faut pas décorréler l'action individuelle de l'action collective. En général, c'est progressif. On part de soi pour ensuite s'ouvrir au collectif. Lorsqu'on a échangé pour préparer cette table ronde, vous me disiez que vous interveniez souvent sur des friches. L'objectif, c'était de reconvertir ces friches, de les reverdir. Vous m'avez parlé aussi beaucoup d'agriculture urbaine. Pour vous, c'est une solution à cette crise de la biodiversité? C'est aussi une façon de repenser les relations ville-campagne et notre rapport à l'alimentation? Alors oui, évidemment, je ne pense pas qu'il faille cliver la ville et la campagne. Au contraire, moi, typiquement, je suis là pour ça quand je fais des ateliers, pour que un citadin qui n'a jamais vu comment pousse une tomate, il puisse reprendre contact avec ça et puisse ensuite acheter une tomate locale, du coup, puisqu'il aura une pleine conscience de comment ça fonctionne derrière et donc un respect plus fort pour ce qu'il a dans son assiette. Après, sur l'histoire des friches, je suis plus mesurée parce que tout terrain pour moi est végétalisable. En ville, on fait beaucoup de hors-sol. Et finalement, quand on parle d'agriculture urbaine, c'est souvent sur des toits, par exemple, dans des parkings. On va trouver comme ça des agriculteurs qui se sont lancés dans la culture d'endives ou de champignons. Donc l'agriculture urbaine, c'est aussi beaucoup de cultures spécifiques pour compléter une offre qui vient évidemment aussi de l'agriculture rurale. Donc voilà, ça se complète, vraiment, c'est des interactions. Alors, je parle sous le contrôle des panélistes, mais il y a une biodiversité dans les campagnes, il y a aussi une biodiversité dans nos villes, et on a aussi tendance à dire aujourd'hui que dans les villes, il y a une biodiversité qui est plus importante que ce qu'on pourrait croire. Je prends l'exemple qui est l'exemple des abeilles, qui sont en meilleur état ou en meilleure qualité, avec un miel qui est un miel apparemment plus intéressant nutritivement et alimentairement parlant. Oui, complètement. C'est assez rigolo de se dire qu'on ne subit pas les mêmes pollutions.
à la campagne à cause de l'agriculture intensive et des pesticides qui sont utilisés en monoculture, les abeilles vont effectivement un peu plus souffrir. Nous, en ville, on va beaucoup plus souffrir des pollutions de pots d'échappement, nanoparticules. Donc, ce n'est pas les mêmes. Et typiquement, les abeilles, effectivement, vont mieux en ville. Après, pour l'agriculture urbaine, à titre d'information, si on cultive sur les toits, alors c'est par manque de place, mais c'est aussi parce qu'on gagne en qualité d'air quand on s'élève aussi. Donc, c'est aussi pour faire face à ce problème de la pollution à cause des gaz de pots d'échappement. D'accord, entendu. Alors, le chat est encore un peu timide, mais on a néanmoins quelques questions qui tombent. Je vous en soumets une à la volée de monsieur Jacques Chenel sur quel est le lien entre l'évolution du nombre des humains sur notre planète et la destruction de la biodiversité. Est-ce que l'une d'entre vous souhaite répondre ou a des arguments à donner à monsieur Chenel? Moi, je veux bien répondre, en fait. Une première réponse. Le lien entre les humains et l'augmentation des humains, hein, c'est ça, et la destruction de la biodiversité, il est lié. L'humain a besoin d'exploiter les ressources pour vivre. Donc, ce faisant, il crée des zones urbaines, il déforeste, il crée des zones où il va pouvoir développer des cultures pour pouvoir se nourrir, se vêtir, etc., etc. Donc, le lien, il est assez évident, en fait. Maintenant, c'est une réalité. L'espèce humaine est une espèce dominante sur la planète, sur Terre et sur mer de plus en plus. Donc, comment on fait? Il faut faire avec. Oui, si je peux compléter sur un point, c'est que certes, on utilise des ressources, mais elles ne sont absolument pas efficacement utilisées. Si on parle du gaspillage alimentaire, là, le PNUE vient de sortir un chiffre disant que 17% de ce qui est produit est jeté. Donc, en gros, environ 1/5 de ce qu'on produit de manière alimentaire, donc toute l'énergie, les intrants, les surfaces, etc., ne le sont pour rien. Donc, il y a quand même une question d'allocation des ressources, d'usage des ressources, de sobriété à l'usage des ressources. Voilà. Et sur les questions alimentaires, aujourd'hui, on pourrait nourrir 9 milliards de personnes avec les surfaces terrestres disponibles si on était moins gourmand en ressources, si on réduisait un peu la consommation de protéines animales, si on repensait un petit peu la manière dont on utilise ces ressources, justement. Donc, ce n'est pas seulement le nombre de personnes sur Terre, c'est la manière dont on occupe l'espace et dont on utilise ces ressources. Ok, sur le constat, on a déjà une esquisse, en tout cas des grands traits. Sur les conséquences de cette crise de la biodiversité, Amandine, j'ai envie de connaître votre avis. Aujourd'hui, on parle des générations présentes, mais demain, les générations futures, quel monde on va leur laisser? Alors, on va essayer d'éviter une soirée Oui, je un vais peu commencer avec les catastrophiste. mauvaises Non, nouvelles. je plaisante. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur des trajectoires, on en parlait tout à l'heure, un peu dramatiques. On a quand même parlé rapidement de 6e extinction de masse, sans parler du changement climatique, évidemment, qui accélère encore ces phénomènes, puisque le changement climatique est l'une des causes de perte de biodiversité très importante également. Alors, évidemment, c'est toujours difficile de pointer du doigt ces questions de seuil, parce qu'on sait que c'est des phénomènes d'emballement très rapides, donc c'est ce qui est difficile aussi à exprimer sur les enjeux de biodiversité. On ne sait pas à quel moment, en fait, on va perdre les notions de contrôle, mais il y a quand même des études d'économie d'environnement qui essayent d'évaluer finalement les impacts de perte de la biodiversité sur les sociétés humaines. Alors, j'ai quelques chiffres. Donc, l'IPBES a dit en 2019, par exemple, que la dégradation des terres coûterait annuellement environ 10% du PIB mondial. Voilà, ça donne des ordres de grandeur de l'impact de la destruction de certains écosystèmes, ou encore que la valeur économique annuelle des services écosystémiques, en 2050, puisqu'on se projette, pourrait décliner de plus de 50 000 milliards de dollars. Donc, on voit bien, en fait, par ces différentes études, que ce soit des entrées économiques, que ce soit des entrées issues de l'écologie, etc., qu'on est assis sur la biodiversité, nos sociétés sont assises sur la biodiversité. Et la difficulté, c'est justement ces questions de résilience, en fait, et les questions de seuil, puisque
l'effet de seuil est justement directement lié au concept de résilience, qui est la capacité d'un système vivant en fait, à retrouver ou conserver ce qui la constitue à un moment donné suite à un choc ou un déséquilibre. Et justement, aujourd'hui, on a du mal à évaluer quel phénomène climatique, pollution, exploitation, nous ferait basculer dans une biodiversité qui ira encore plus mal et finalement dans un phénomène qui s'emballerait comme ça. Donc, on y reviendra tout à l'heure, mais on peut faire pas mal de choses. Mais en effet, à ce stade, si on reste sur ces trajectoires, on est en train de fragiliser la capacité des générations futures à vivre dans un environnement sain et dans un contexte de bien-être. D'une certaine façon, si je vous écoute bien, est-ce que ce n'est pas une question de regard sur le sujet? On parle de biodiversité comme une contrainte. Est-ce que la biodiversité, ce n'est pas aussi une opportunité à faire les choses autrement, à construire nos politiques agricoles, nos politiques de développement de façon différente? Si on changeait notre paradigme, est-ce qu'on ne serait pas sur un début de solution? Alors, ouais, complètement. Quand on comprendra qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis, je pense qu'on changera les lunettes du lien entre biodiversité et économie, typiquement. On oppose toujours écologie et économie. Et justement, par exemple, nous, à la Fondation Nicolas Hulot, on travaille sur les conditionnalités des aides publiques, par exemple, aux entreprises. Alors, c'est un chantier ouvert, hein, évidemment. L'idée, ce n'est pas de bloquer le développement économique. Mais on comprend bien que si le monde économique ne se projette pas dans un monde qui sera strictement différent de celui dans lequel on vit, dans tous les cas, leur modèle sera en décalage. Et dans tous les cas, on va dire le bien-être économique de ces structures sera compromis. Donc c'est vrai qu'il faut intégrer ces sujets de biodiversité, changement climatique, il faut mettre ces lunettes parce que dans tous les cas, en fait, ça viendra à nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des secteurs, il y a des acteurs économiques qui mettent ces lunettes et on voit bien aujourd'hui que même la valeur économique de leur entreprise ou de leur activité est très importante. Je vais prendre la bio pour l'agriculture. Il y a 25 ans, on disait que les agriculteurs bio étaient des doux rêveurs et que ce serait toujours une niche qui resterait comme ça à la marge de l'agriculture en France. Non seulement ça ne reste pas à la marge, mais en plus, il y a une société qui a de l'appétence pour ces types de pratiques. Alors, au-delà de la bio, hein, ça peut être l'agroécologie, mais en tout cas une agriculture qui préserve mieux l'environnement. Ou Et la puis, en ce qui permaculture? concerne le système agroalimentaire associé à la bio, c'est des croissances à 2 chiffres aujourd'hui. Donc, si on parle purement économie. Donc voilà, il y a aussi, il y a d'une part montrer que c'est possible, puisque beaucoup l'ont montré. Là, je parle d'agriculture, parce que c'est un sujet qui m'est cher, mais dans plein d'autres domaines. Et donc, il faut continuer en se donnant les outils pour que ces systèmes économiques qui sont vertueux soient favorisés. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que je pense qu'il y a une prise en compte croissante des enjeux de changement climatique et de biodiversité dans la société. En revanche, on a les mêmes critères d'analyse, les mêmes indicateurs, je parle du PIB par exemple, ou les mêmes systèmes économiques qui ne favorisent pas et qui ne permettent pas de rendre plus nombreux en fait les entreprises, les acteurs économiques qui intègrent les enjeux de préservation de biodiversité et de changement climatique. Donc oui, il faut vraiment changer de lunettes. Mais pas en termes de contraintes, en effet, aussi en termes d'opportunités, parce qu'il y en a absolument beaucoup. Depuis le lancement du plan Ecophyto en 2008, quel argent public a été investi sur la réduction des pesticides et quel financement privé, issu des banques ou des assurances? Et en fait, on se rend compte qu'on a donné un objectif très important, et important pour la société aussi, de réduire de moitié l'usage des pesticides en 10 ans. Donc, on l'a demandé aux agriculteurs. En revanche, il s'avère que seulement 1% des financements publics dédiés à l'agriculture ont concouru vraiment, de manière avérée, à réduire l'usage des pesticides. Donc, on a donné un objectif et un horizon, mais on n'a pas accompagné les acteurs pour le faire. Donc, en fait, on a des politiques incohérentes. Alors, ça doit ouvrir le débat. L'idée, ce n'est pas de pointer du doigt, mais justement, c'est de dire qu'on doit avoir une société qui est cohérente. On donne un cap, donc on donne les moyens, les outils, le cadre pour faire progresser et pas juste donner des objectifs. Et après, certains ont pointé du doigt le monde agricole en disant qu'il ne faisait pas assez vite. Mais c'est difficile de faire vite dans un monde qui ne vous permet pas d'aller vite. Voilà.
Entendu. Sylvie, j'avais envie de vous poser une question, mais je vois que M. Bernard Martin nous en pose une sur notre fil de questions-réponses qui m'a l'air d'être encore plus pertinente que la mienne. Quels sont les liens que vous établissez avec les choix politiques et économiques en Bretagne et ces différents acteurs économiques, politiques et leurs impacts sur la biodiversité, cours d'eau, algues, insectes? Quelles pistes, de votre point de vue, doivent impérativement être mises en œuvre pour modifier sensiblement la situation? Cette Question question. vaste et Ouais, complexe. oui. Oui, puis en fait, bon, pour prolonger ce qui était dit avant sur la cohérence des politiques publiques, en fait, nous, ce qu'on a observé au Césaire, c'est que bon, il y a des choses des stratégies biodiversité, il y en a, des politiques publiques en faveur d'une agriculture plus durable. Il y en a des politiques publiques en faveur de l'amélioration de la qualité de l'eau, il y en a des politiques en faveur du tourisme durable, il y en a, etc. Mais c'est des choses qui sont alors rarement mises en transversalité. Donc souvent, malheureusement, l'organisation des politiques publiques se fait en silo. Là aussi, on en revient à la thématique du CEO et ça manque de lien, ça manque d'interaction, ça Voilà, manque de ça manque de système. lien. On préconise beaucoup plus de transversalité, ce qui va être très important parce que justement, aujourd'hui, on voit que tout est lié. Et on sait que dans le domaine, on parlait du domaine agricole, mais dans d'autres secteurs économiques, la question du réchauffement climatique, des changements climatiques est là. Personne n'a envie de voir qu'il soit parent, qu'il soit chef d'entreprise ou n'importe, personne n'a envie de voir moins d'oiseaux, de voir ses enfants grandir dans un monde aseptisé, etc. Donc, je pense qu'il faut reconnaître cette prise de conscience. Elle est récente. Elle est liée aussi au mouvement associatif et aux scientifiques qui ont travaillé beaucoup par le passé quand même pour faire émerger cette prise de conscience qui arrive maintenant. Pour certains tardivement, mais bon, voilà, c'est un fait, elle arrive maintenant. Et donc, à partir de là, voilà, tout le monde ne part pas du même point de départ, je dirais, par rapport au niveau de prise de conscience, par rapport à la connaissance de la biodiversité, par rapport à la compréhension des impacts de l'érosion de la biodiversité sur les questions de santé, sur les questions sociales, sur les questions démocratiques. Il y a aussi des enjeux démocratiques derrière tout ça. Enfin, le sujet, il est extrêmement divers, intriqué, complexe, etc. Donc, les politiques publiques aujourd'hui, les élus en particulier, sont des acteurs parmi d'autres, je dirais. Ce n'est pas des acteurs comme tout le monde, mais Maillon de la chaîne. c'est des acteurs parmi d'autres. Ils ont un rôle majeur, évidemment, à jouer, mais les citoyens ont un rôle très important à jouer par leur mode de consommation, par la manière dont ils éduquent leurs enfants, par la manière dont ils peuvent amener les enfants en particulier les enfants, hein, mais voilà, qui emmène ses enfants se rouler dans l'herbe, sauter dans les flaques d'eau. Ça fait partie en fait d'une compréhension de ce que c'est que la nature, du plaisir d'être dans la nature, écouter les oiseaux, etc. C'est ça, ça c'est aussi très important. Après, voilà, les politiques publiques, ils ont une vocation à entraîner, à fédérer, à organiser, etc. les choses. Donc c'est très important. Mais dans les chefs d'exploitation agricole, les salariés dans les entreprises peuvent faire aussi largement évoluer la situation en favorisant l'entrée de la biodiversité dans dans leur entreprise. Un chef d'établissement scolaire, par exemple, peut très bien décider de faire revenir de la nature dans son école ou dans son lycée. Enfin, voilà, je pense que c'est vraiment c'est important de travailler dans toutes les directions avec l'ensemble des acteurs. Nous, on a rencontré dans l'étude du Césaire énormément de gens qui font déjà beaucoup de choses, mais qui sont méconnus. Ce qui laisse à penser que rien n'est fait, hormis ce qui va apparaître un petit peu sur le devant de la scène, notamment au niveau des politiques publiques. Mais les politiques publiques, c'est fondamental, hein. Je dis pas l'inverse, c'est vraiment fondamental et ça a valeur d'entraînement.
mais il faut que ça se fasse avec les gens et que ça aide les gens à avancer. Il y a des grands programmes de formation à mettre en place. Il faut réunir les services des collectivités locales, services économie, services environnement, services tourisme, services formation, éducation. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à questionner dans l'organisation actuelle des politiques publiques, mais aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui sont en route et voilà, qu'il faut continuer. Vous parlez de politique, je vois que M. Lostoren prend des notes et vous écoute avec attention. Revenons à la Bretagne. La Bretagne, donc c'est le sujet de votre étude. Est-ce qu'au final, ce n'est pas un formidable terrain d'expérimentation de la Bretagne? La Bretagne, c'est plusieurs images. C'est l'image de l'agriculture intensive, c'est l'image de l'agroalimentaire, de l'élevage. C'est aussi une image d'Épinal avec ses côtes, ses paysages, son dynamisme, son tourisme. C'est aussi, alors moi je l'ai appris en lisant votre étude, la région la plus artificialisée de France, après l'Île-de-France et les Hauts-de-France, sauf erreur de ma part. Et puis, il y a une conscience environnementale depuis des années, avec une mobilisation. Je prends quelques exemples, hein, Le Goff, Notre-Dame-des-Landes, j'en passe et des meilleurs. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire en Bretagne? Bah si, sûrement. C'est pour ça que Césaire propose que la région Bretagne soit vraiment un des leviers, un pilier en fait du développement de la biodiversité, enfin du développement de la biodiversité. C'est pas comme ça qu'on l'a formulé, mais là j'ai plus la formule sous les yeux, mais en tous les cas, une région vraiment fer de lance en fait sur ces questions de biodiversité. Pourquoi? Parce qu'il y a à la fois un patrimoine naturel qui est quand même exceptionnel, avec un linéaire de côte qui est l'un des plus importants de France, hein, le plus important de France, donc un littoral exceptionnel, une interface terre-mer qui est riche de biodiversité, puisque voilà, toute notre économie littorale est liée à ce patrimoine naturel, la conchyliculture, la pêche, le tourisme littoral. Voilà, donc ça, c'est une chance extraordinaire. Dans l'intérieur des terres, on a aussi des conditions très particulières avec, on est quand même si c'est une petite montagne, on est une région avec un massif, les monts d'Arrée. Donc tout ça se traduit géographiquement parlant par une biodiversité particulière, des landes, des tourbières, des forêts, etc. Alors en même temps, l'espace agricole dans notre région représente quasiment 70 de la surface du territoire, ce qui est quand même très important. En plus, on est une région extrêmement dynamique, hein, au plan économique. Et ce qui génère des centres urbains assez importants. On a une dispersion de l'habitat qui est assez frappante aussi, avec des bourgs un peu partout, ce qui fait qu'on est dans un espace assez artificialisé et qui s'artificialise de plus en plus, puisque comme vous l'avez dit, on est la 3e région la plus artificialisée de France, avec de plus en plus d'extensions urbaines, un foncier de l'espace qui est utilisé pour l'extension urbaine, souvent bien sûr au détriment des espaces agricoles et naturels. Mais voilà, c'est la région Bretagne, c'est son identité, à la fois un patrimoine naturel assez remarquable et à la fois un dynamisme très fort. Voilà, et on doit composer avec ça. En fait, on est une région qui est un vrai terreau. On peut faire des choses pour la biodiversité. On a beaucoup exploité la biodiversité, enfin, disons la ressource patrimoine naturel. On a beaucoup exploité ça par le passé. Et là, au bout d'un bon demi-siècle d'exploitation un peu forte des ressources naturelles, je pense que la société bretonne, enfin, c'est pas que je pense, c'est que j'en suis certaine, si on considère que l'étude du Césaire traduit ça, c'est que la société bretonne prend acte du fait que on a peut-être, voilà, on touche un peu les limites et qu'on peut faire autrement grâce au dynamisme de la population bretonne, grâce à son expérience associative très forte qui, par le passé, a fait avancer les choses. Enfin, voilà, donc oui, c'est une terre d'expérimentation où il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et beaucoup d'envie de faire aussi.
Alors, on a une petite précision qui vient de tomber sur notre fil de votre co-rapporteur, M. Ronan Le Guen, qui dit notre préconisation, faire de la Bretagne une région à la pointe de la biodiversité en Europe. Voilà, merci Ronan. Voilà, c'est un travail d'équipe. Ouais. Je reviens sur le sujet que vous évoquiez à l'instant, qui est celui de l'éducation et de la formation, qui est aussi une des compétences de la région, pas que, mais en partie. Là encore, il y a quelque chose à défricher. Je prends au passage le commentaire de M. Pascal Ledeuf qui dit « S'il est important de s'inquiéter de quelle planète sera laissée aux générations futures, il est aussi important de s'inquiéter de quelle génération future laisserons-nous à la planète. » Oui, sur les enjeux d'éducation et de formation, c'est fondamental. Alors, l'éducation à l'environnement, on y pense souvent quand on parle des enfants. Enfin, voilà, il paraît évident qu'il faut éduquer les enfants à la nature, éduquer, voilà. C'est vrai, il y a des travaux très intéressants qui existent, hein, là-dessus, éduquer à et dans la nature. Enfin, il y a beaucoup de choses qui y ont été écrites et faites sur le sujet. L'éducation environnement, ça fait une bonne trentaine d'années qu'elle est mise en œuvre en Bretagne et ailleurs certainement, notamment par le réseau associatif avec l'éducation nationale. Il faut continuer ça, c'est fondamental, mais il faut aussi élargir en fait. Ne pas se contenter, je dirais, des petits-enfants, enfin ou des enfants en âge, scolaire. On voit ça fait partie des préconisations aussi du Césaire, la région Bretagne a en charge les lycées de Bretagne, donc travailler avec les lycéens, c'est une voie à suivre importante. Ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui seront les adultes de demain. Donc, il y a un grand travail à faire de prise de conscience de ce que c'est que la biodiversité. Aujourd'hui, franchement, ce n'est pas une notion qui est facile pour les gens. Et donc, enfin voilà, un des enjeux de l'éducation, c'est de pouvoir apporter une approche sensible de la nature, intellectuelle aussi. Enfin voilà, il y a des connaissances à acquérir, mais déjà une approche par le sensible, sentir, voilà, être dans la nature, s'apercevoir que c'est agréable de se promener en forêt, par exemple, ou voilà, ce genre de choses. Et ce que les gens ne font pas pour beaucoup aujourd'hui, parce que étant beaucoup coupés de la nature, en particulier en ville, où 80% des gens vivent aujourd'hui. D'où l'importance d'amener la nature en ville, de rapporter de la nature en ville, comme ça a été dit au début. Ah, justement, vous êtes Et en train puis de de faire une... former, en fait, de former aussi beaucoup les professionnels qui ont envie de changer dans leur propre profession ou voilà, en tant qu'élu. Il y a aussi un gros enjeu de formation, pas que de l'éducation à l'environnement pour les plus jeunes. Donc, si je reformule et si je synthétise, former, enseigner, cultiver et même se cultiver. Oui. Ophélie, se cultiver, c'est aussi cultiver son petit jardin, quitte à se planter. Moi, j'ai beaucoup aimé la polysémie. On a le droit de planter pour s'enraciner à son territoire, mais on a le droit aussi de se planter, de ne pas savoir et d'apprendre. Il y a toute une éducation de l'action et de l'engagement à nourrir et à créer. Oui, complètement. Moi, au moment de ma reconversion, j'ai capté que travailler en lien direct avec la nature, ça m'avait obligée à une grande humilité parce que j'ai compris que quand on rentre en contact direct avec elle, on se rend compte qu'on est complètement tout petit face à elle et qu'on ne peut pas vraiment la contrôler. Ça, je pense que c'est un gros problème de l'être humain de penser qu'il contrôle tout. Et moi, je cultive complètement voilà, cette idée de l'échec parce que, bon, mais déjà, je trouve que c'est très gratifiant de voir sa progression. Ce serait un petit peu, finalement, un peu, comment dire, ennuyeux de démarrer en étant parfait. Je ne trouve pas ça si intéressant. Et puis, il faut aussi sortir de ces injonctions à tout faire parfaitement parce que ça peut être aussi très paralysant. C'est là où, effectivement, alors c'est parfois intéressant, c'est très important d'aller s'informer, de savoir où on en est, quel est l'état de la planète aujourd'hui. Mais il y a un moment aussi où on peut rentrer dans une grande anxiété. Et on parle aujourd'hui d'éco-anxiété, de solastalgie. Et ça, c'est des choses qui empêchent aussi beaucoup les gens de passer à l'action. On est tout le temps dans l'injonction au bien faire et même dans le bien-être. Hein. Voilà, il faut faire des choses.
Et moi, j'ai un peu envie de sortir de ça. Vous allez dire quelque chose? Non, j'allais vous couper. Solastalgie, pour le béotien que je suis, si vous pouviez repréciser. C'est comme une forme de… genre, je manque de mots là, je suis fatiguée, mais c'est comme une forme de mélancolie D'accord. face à ce qui se passe. On se sent complètement Un abattement devant la anéanti. tâche à accomplir. Voilà, anéanti. Et même, je trouve, dans les injonctions aussi, je trouve que les gens sont très culpabilisés parce qu'ils n'éteignent pas la lumière derrière eux, parce que s'ils ne mangent pas bio, ce n'est pas bien. Et je trouve que c'est aussi facile de remettre la responsabilité sur justement le petit citoyen individuel, alors que finalement, je prends l'exemple du zéro déchet. C'est ce qu'on appelle l'écologie punitive d'une certaine façon. Oui, on appelle ça. Enfin, oui, en tout cas, on fait passer tous ces actes écologiques comme des trucs restrictifs, chiants, alors qu'en fait, je trouve que si on reprend les choses par la joie, typiquement, moi, je ne dis pas aux gens en atelier que s'ils se mettent à faire pousser des bouts de persil sur leur balcon, ils vont sauver la planète. Tout ça, ça ne veut rien dire. Par contre, retrouver une joie d'enfant à faire ça, c'est beaucoup plus communicatif. Et enfin, vraiment, c'est des choses, quand je vais dans des collèges, par exemple, et que j'interviens auprès d'enfants, d'adolescents, qui, comme ça, au premier abord, n'ont pas l'air d'être les grands militants écolos qu'on imagine. Mais en fait, ils sont très, très, très au fait. Ils comprennent très, très vite les enjeux et les liens et le plaisir aussi qu'ils peuvent avoir à jardiner. C'est très gratifiant. Et finalement, c'est par ces petites actions qu'on arrive à quelque chose de plus grand. Effectivement, ce truc de lancer des jardins partagés, de lancer des composteurs collectifs, tout ça, au fur et à mesure, c'est comme les plantes invasives, ça finit par se répandre de quartier en quartier. Et moi, j'ai aussi un profond respect pour tous les citoyens qui occupent des zones naturelles qui sont menacées de bétonisation. On les fait passer aussi beaucoup pour des terroristes ou des gens qui sont complètement en marge de la société, alors qu'en fait, c'est souvent des gens très ancrés dans le territoire, qui sont très au fait de ce qui se passe et qui sont juste dans ce concret-là de vouloir défendre des terres qui sont menacées. C'est ce que vous appelez la Green Guerilla, c'est bien ça? Oui, alors c'est un mouvement effectivement qui est né dans les années 70 et qui vise à se réapproprier les espaces dits hostiles comme les espaces bétonisés pour les revégétaliser. Et il y a effectivement cette dimension de désobéissance civile, puisqu'on ne va pas demander l'autorisation pour le faire, on va juste s'emparer de ces espaces pour les végétaliser. Mais pour moi, quelque part, ce n'est pas pour aller contre les autorités, contre les mairies, contre les communes, mais au contraire, envoyer un message citoyen en disant « on n'a plus le temps, allons-y, faisons, même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas luxurieux au début, il faut faire ». Et donc, c'est toujours ce problème, ce paradoxe voilà, entre s'engager, mais pas se mettre trop de pression aussi, toute la pression du monde sur les épaules, parce qu'en fait, il y a des choses qui ne sont pas de notre échelle, en fonction des pouvoirs qui nous sont attribués. J'entends, je suis en train de regarder les commentaires qui sont publiés en même temps qu'on se parle sur notre fil de questions et réponses. On a pas mal d'interventions sur la Bretagne. On y revient toujours à la Bretagne. Qu'on l'aime ou qu'on la quitte, on y revient. Joke mise à part, on parle de la question des pesticides, des algues vertes. Et puis, on a une question qui est posée à M. Lostanen, mais à tous nos participants, sur la restauration collective, le bio à la cantine. Est-ce que, au final, c'est une solution? On entend beaucoup parler ces derniers temps, notamment du côté de Lyon. Est-ce que c'est un levier? Juste un petit exemple d'une amie en reconversion que j'ai rencontrée pendant mes formations, qui s'est implantée dans la zone périurbaine de Marseille et qui est en lien avec la mairie. La mairie lui a laissé à disposition 4 hectares pour se lancer, en l'échange de fournir tant de kilos de fruits et légumes pour la cantine du village. Je trouve ce modèle plutôt vertueux. Typiquement super vertueux, intéressant pour tout le monde, qui valorise tout le monde. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment faisables, quoi.
C'est un petit peu ce que vous nous disiez tout à l'heure, Amandine Le Breton-Garnier, quand vous nous parliez des injonctions qui étaient faites notamment au monde agricole. On ne veut plus de pesticides, mais on n'achète pas local. On fait peut-être un peu les choses à tort et à travers, sans vraiment concertation et sans vraiment lien sur toute la chaîne alimentaire. Là, pour le coup, le bio, le local, à la cantine, dans la restauration scolaire ou dans la restauration collective, c'est un vrai levier. Alors oui, hein, la restauration collective, c'est vraiment un levier très intéressant, évidemment, pour les sujets de transition écologique dont on a parlé tout à l'heure, de relocalisation de l'alimentation, de recréer le lien entre production et consommation, mais aussi sur cette dimension sociale, en fait. Et c'est pour cette raison, nous, à la Fondation Nicolas Hulot, on y travaille depuis longtemps et on s'est réjoui que la loi Egalim donne des objectifs, même si on reviendra toujours sur les moyens et le cadre qui permet d'atteindre ces objectifs. Mais C'est quoi? C'est en tout cas, sur 20% de les bio dans les enjeux, cantines, c'est ça? comment? La loi Egalim, c'est 20% de bio dans les cantines pour Oui, 50% de 2022. produits durables à 2022 et dont 20% de bio. Donc, il y a un enjeu essentiel en fait à se réapproprier son alimentation. On parle beaucoup de démocratie alimentaire autour de la restauration collective, le fait de vraiment se réapproprier, de la rediscuter, de savoir d'où ça vient. Enfin, est-ce que c'est encore imaginable de ne pas connaître une partie des étapes de production de ce qu'on donne à manger à nos enfants ou à nos aînés? Et c'est vrai que sur la dimension sociale, puisqu'on l'appelle aussi la restauration sociale, c'est essentiel. Et donc, la restauration collective, c'est 3 milliards de repas par an, 1 milliard dans les écoles. Donc, on voit que c'est un levier structurant dans les territoires, pour les collectivités notamment. Et c'est vrai qu'en pleine crise Covid et encore maintenant, hein, je ne sais pas si on peut appeler ce moment post-crise, mais en tout cas, voilà, en pleine crise Covid, on sait que la précarité alimentaire a augmenté, puisque c'est un sondage Ipsos pour le Secours populaire français qui disait qu'une personne sur 4 avait réduit réduit ce qu'il mettait dans son assiette et qu'une personne sur 7 sautait régulièrement un repas. Donc on voit bien que dans ce cadre où manger devient un sujet, enfin, de savoir si on choisit de manger ou de se chauffer, en fait, la restauration collective est un espace où on peut proposer un repas sain, de qualité, équilibré, à une grande partie de la population, quel que soit son milieu social, pour ce qui est de la restauration collective scolaire. Donc, cette articulation entre les enjeux de l'alimentation et de l'agriculture et les territoires et la dimension sociale font de la restauration collective en fait un levier très structurant pour se réapproprier notre alimentation au quotidien. Donc, au final, on parle de santé. Exactement, on parle de santé et c'est vraiment la double santé, enfin, c'est le One Health dont parle le rapport. Alors, justement, C'est que, pour les évidemment, ces non-initiés, santé, c'est des cercles vertueux. ouais, est-ce que vous pouvez nous préciser c'est quoi cette démarche One Health et c'est quoi le pacte du pouvoir de vivre? Alors One Health, mais Sylvie Magnanon en parlera probablement que moi, mais c'est de voir ces sujets comme un tout finalement, et c'est bien ce qui a manqué aux questions écologiques depuis longtemps. C'est de voir que tout est interaction et que finalement, quand on agit sur la santé d'écosystèmes, on agit sur notre propre santé à long terme. Et le pacte de pouvoir de vivre, alors c'est une dimension un petit peu différente, mais finalement, c'est la même approche. C'est de se dire que les questions de transition écologique, finalement, s'appuient sur les mêmes ressorts que la justice sociale, ou que finalement, il faut penser les choses de concert. On ne peut pas poser son cerveau de la transition sociale et de voir comment on peut rendre les choses plus accessibles au plus grand nombre et réfléchir sur les questions écologiques. En fait, le contexte nous impose de penser tout de front. Et finalement, c'est là où il y a un rapport assez intéressant sur le One Health, c'est qu'on ne peut plus penser biodiversité et climat de manière séparée, santé environnementale et santé des individus de manière séparée, ou transition écologique et justice sociale de manière séparée. Et donc, le Pacte du pouvoir de vivre, c'est un collectif qui a été créé le 5 mars 2019 à l'initiative de 19 organisations, dont la Fondation Nicolas Hulot, mais qui comprenait aussi pour la première fois des associations de solidarité, des syndicats, des associations d'étudiants, se disant finalement il faut qu'on travaille ensemble pour proposer une vision commune de la société et aussi des propositions communes, et qu'on arrive les uns et les autres finalement à parler des sujets des uns et des autres, parce qu'on y trouvera des convergences. Et depuis, ce collectif s'est renforcé, puisqu'on a aujourd'hui 62 organisations, et notre objectif, c'est de porter des propositions en commun auprès des décideurs nationaux, mais aussi, là, par exemple, aux élections régionales, pour essayer de montrer que finalement, transition écologique et justice sociale, voilà, s'appuient sur les mêmes ressorts et qu'on doit penser tout ça comme un projet.
si on a une somme de 10 mesures, on n'a pas à choisir entre des mesures écologiques ou des mesures sociales. Il faut réussir à porter l'ensemble. Et ça, je crois que c'est un vrai progrès de ces dernières années, d'avoir réussi peu à peu, nous les organisations, essayer d'avoir un discours commun sur certains sujets, même s'il nous faut encore travailler ensemble. Mais c'est vrai que dans un contexte où on sent qu'on cherche beaucoup à nous opposer, nous les écolos, contre les agriculteurs, les écolos, contre la question économique, etc. Avoir des espaces comme ça, collectifs, où on peut au moins penser ensemble, réfléchir ensemble et essayer de discuter de ce qui nous rapproche ou même ce qui nous oppose parfois. On n'est pas toujours d'accord sur tout. Et ben, ça fait du bien de se dire qu'au moins on essaye d'apporter des visions communes et un peu transverses. Sylvie, j'imagine que vous partagez ce qui vient de nous être dit par Amandine. Il faut faire corps, il faut faire réseau. Et en Bretagne, on a la connaissance et des logiques d'acteurs qui peuvent être mobilisés pour atteindre ce but. Oui, ouais, ouais, tout à fait. C'est ça, c'est cette approche globale, en fait, bon, faut pas non plus être naïf quelque part. Les rapports de force existent. On n'est pas tous d'accord et on n'a pas tous les mêmes points de vue toujours. Les choses avancent, y compris dans une forme de rapport de force. Mais l'essentiel, c'est d'arriver à se mettre ensemble autour de la table, de pouvoir discuter, de prendre connaissance des intérêts réciproques. On n'a pas tous les mêmes intérêts. On ne voit pas tous non plus la question du temps de la même manière. Dans l'étude, on dit on n'habite pas tous la biodiversité de la même manière en Bretagne et ailleurs. C'est-à-dire que la question de biodiversité, c'est une manière d'investir dans le temps aussi. Il y a des choses qu'on fait aujourd'hui qui auront des conséquences dans 25 ans, des choses qu'on a faites il y a 25 ans, qu'on voit aujourd'hui, et puis en même temps des choses qu'on peut faire aujourd'hui, dont on peut voir des résultats assez immédiats aussi. Donc voilà, il faut conjuguer avec tout ça la question du pas de temps, du court terme, du long terme, investir maintenant pour garantir notre sécurité dans l'avenir, dans les 30 ans qui viennent, notre sécurité à la fois alimentaire, notre relation à notre santé, l'air qu'on respire, la qualité de l'eau, etc. Enfin, tout ça est lié. Et donc, dialoguer pour mettre en commun nos besoins en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'êtres sociaux avec nos organisations professionnelles, syndicales et autres. C'est fondamental en fait, parce qu'on ne pourra pas y arriver en restant vraiment avec les oppositions du passé. Les oppositions du passé, elles ont permis de construire des choses quand même. Il faut vraiment saluer ça aussi, hein, ces discours. Mais à un moment, il faut qu'on trouve des solutions communes, sinon c'est pas possible, on reste que dans le discours, etc. Bon, mais par contre, les gens sont engagés avec des points de vue qu'ils défendent, bah, c'est normal. Le tout, c'est que ça se fasse dans le respect de principes démocratiques, ce que l'étude pointe aussi, parce que c'est fondamental, ça, d'avoir des bonnes représentations, des endroits de dialogue, des endroits d'écoute. On ne l'a pas cité jusqu'à maintenant, mais c'est un peu la parabole du colibri. Voilà, chacun peut faire sa part, chacun peut apporter sa pierre à C'est l'édifice. ça. Chacun peut faire sa part. Après, pour que ça fasse système quelque part et que ça soit lisible en fait, parce que voilà, chacun peut faire sa part dans son coin sans que personne ne le voit. Donc là, le rôle du politique va être important pour rendre tout ça visible, pour donner un effet d'entraînement. Mais oui, on est là-dedans, on est dans une transition. Je pense qu'aujourd'hui, l'étude du Césaire montre que les gens sont prêts, la société, dans toutes ces formes d'organisation, semble prête à changer de manière de faire parce qu'on prend conscience aujourd'hui, grâce aux études du passé, grâce aux grands médias aussi qui ont fait passer des messages, que les choses ne s'opposent pas et l'approche One Health là est une bonne manière de penser les choses, de manière beaucoup plus globale où on voit que les interactions, y compris pour la santé humaine, enfin voilà, tout ça commence à percer un peu. Donc maintenant, il suffit entre guillemets, mais de créer ces instances de dialogue, de les faire se développer
et les collectivités locales sur les territoires, dans les territoires au plus près du terrain, en fait, ont un rôle majeur à jouer. Et une association comme Brud'aide, qu'on a rencontrée là pendant l'étude, est une association qui réunit des élus. Alors justement, je pense que Voilà. Georges Lostonen va nous en Oui, parler un petit voilà, peu je ne prends pour nous pas, mais voilà. raconter. Je me permets de vous couper parce qu'il est Oui, déjà oui, très bien. 19h14. Je voulais déjà vous remercier pour ces échanges et pour votre contribution à ce débat. Et je voulais quand même noter un petit commentaire qui est en train de disparaître à mon écran, mais on a parlé de beaucoup de choses ce soir. On a parlé d'éducation, on a parlé de santé, on a parlé de culture, on a parlé de temporalité aussi, et on n'a pas parlé de poésie. Et une personne dans le public nous fait remarquer, effectivement, peut-être qu'avec un peu de poésie, la révolution serait encore plus douce et plus progressive. Ce qui m'amène à donner la parole à Monsieur Georges Lorstollen. Monsieur Lorstollen, je le rappelle, vous êtes conseiller départemental du Finistère, membre de la commission territoire et environnement, délégué à l'eau, aux espaces naturels et aux randonnées. Et il vous revient de conclure ce débat. Monsieur Lorstollen, qu'est-ce que vous avez pensé de ces échanges jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que vous retenez? Il y a énormément de choses à retenir. Énormément. J'ai pris effectivement, et vous l'avez remarqué, j'ai pris quelques notes. J'ai vu que vous étiez assis. J'en ai pris assez. Je relirai après par la suite. Toujours est-il que je voudrais remercier tous ces échanges parce que vraiment passionnants d'un point de vue l'élu, mais pas que seulement. Pas que seulement. J'ai quand même remarqué que d'entrée de jeu, nous avons abordé des regards croisés, ce qui veut dire en clair que tout est lié. Alors après, pêle-mêle un petit peu, j'ai entendu parler de colibri, mais je l'avais dans mon intervention, je ne l'ai pas fait. Voilà. Ce qui veut clairement dire que une partie de ma conclusion risque malgré tout de faire écho, je l'espère, et là c'est pas malgré tout, ça fera écho à ce qui a été dit, ce qui a été échangé, et j'espère que ce ne sera pas une redite. Voilà. Je voudrais également remercier tous les élus locaux, parce que je crois que derrière l'écran, il y a un certain nombre d'élus, ce qui prouve aussi que par rapport à tout ce qui a été dit sur les élus tout à l'heure, et c'est bien compréhensible, ils ne sont pas tous au même niveau sur la thématique de l'environnement, de la biodiversité. Alors justement, je me permets de vous couper. Si on n'est pas tous au même niveau, je parle pour les élus sur le sujet, il y a Brud'aide. Brud'aide, racontez-nous, c'est quoi cette initiative bretonne? À quoi ça sert? Comment il marche ce réseau? Et qu'est-ce qui permet d'apporter? Alors Brud'aide est un réseau d'élus qui a comme, je dirais, maître mot, les élus parlent aux élus. À partir de là, on peut pratiquement tout faire. C'est un réseau auquel j'ai appartenu de 2010 à 2016. Il devait y avoir à cette époque 2009, on devait être 108 quand en 2008, il y en avait 50 communes adhérentes. En 2009, oui, une centaine. Aujourd'hui, ils sont 180 communes adhérentes des EPCI, ce qui prouve que les communautés de communes sont également intéressées. Mais je pense que le réseau ne va pas s'arrêter là et qu'ils vont aller frapper à la porte des grosses agglomérations, bien au-delà. C'est un réseau qui a la particularité d'être dirigé à deux têtes et c'est fort intéressant. Fort intéressant parce que, évidemment, le comportement et les idées des uns et des autres, on doit cheminer ensemble. Il y a également dans le réseau, le fonctionnement, c'est que les deux présidents ou co-présidents ne quittent pas leur présidence en même temps. Il y a donc un suivi qui se fait. C'est un réseau qui a pour objectif prioritaire de partager, de capitaliser et d'accompagner. Par les différents portages et partages d'expériences, ce que l'on fait régulièrement, ce sont des visites de terrain où, bien évidemment, chacun y vient et puis on discute et on fait preuve, même si nous sommes consensuels, on se dit tout. On se dit ce qui va bien quand on a fait tel ou tel projet, ce qui n'a pas été, les points de frein, les leviers, les différentes actions pour encourager à continuer,
Le but étant que les nouveaux adhérents et ceux qui rentrent dedans aillent plus loin que les précédents. Et la volonté, elle est vraiment là. D'accord, donc si je suis élu, par exemple, si je m'intéresse au sujet, si j'ai envie de me préoccuper de ces questions de biodiversité, d'environnement, si j'ai envie d'agir pour ma commune et pour le bien des citoyens, je viens à Brud'aide, je trouverai des bonnes idées et je pourrai faire mon marché et on va m'apprendre et on va pouvoir tous progresser conjointement sur le sujet. C'est bien ça? On va progresser sur le sujet, vous ferez votre marché. Vous irez aussi bien parler de l'entretien zéro phyto sur les cimetières, comment dire, ce que j'ai fait moi sur ma commune à l'époque, c'était comment dirais-je, le refleurissement des rues, puisque tout simplement nous avions demandé avec l'accord des habitants, s'ils voulaient bien que devant chez eux, on enlève le trottoir ou partie du trottoir, de façon à ce qu'ils puissent y planter, ne serait-ce que quelques fleurs, parce qu'ils voulaient. Et c'est des choses qui ont bien évidemment marché. La restauration des cours d'eau, celle-là, on l'a fait également. Et puis le zéro phyto, nous avions commencé par cela. Donc la commune a été déjà lauréate depuis 2009 ou 2010. Voilà. Après, voilà, dans le réseau, ce que je trouve fort bien, c'est qu'il y a toujours une dynamique parce que les élus ne sont jamais seuls. Ils sont accompagnés par les techniciens qui étaient au nombre de 4-5 quand j'y étais et qui sont maintenant au nombre de 9, de 8 ou 9 et qui, bien évidemment, on voit par l'augmentation des techniciens que l'augmentation du travail est là, la demande est forte et que voilà. Mais ça passe aussi par des expériences telles que, par exemple, des décorations de Noël à base de produits recyclables, par exemple. Donc, on élimine, voilà, la lumière n'est plus d'actualité, on fait autrement. D'accord. Une autre question peut-être sur le département du Finistère. La protection de la biodiversité est une des compétences, plus ou moins, du département. Comment vous êtes emparé de ce sujet et qu'est-ce que vous avez pu faire avancer localement? Le département fait régulièrement et progressivement évoluer donc son modèle d'intervention par les transitions et les approches globales. Hein. Ça, c'est également une priorité. Ces ensembles de politiques sont aujourd'hui un enjeu parce qu'il faut quand même dire que dans le département du Finistère, c'est vrai qu'on est au bout du bout, on est dans la pointe, on est pratiquement une péninsule et les élus ont une responsabilité particulière par rapport à la biodiversité puisque nous sommes sur un terrain de migration. On a aussi bien du poisson migrateur que des oiseaux qui y passent et que depuis cette catastrophe de 1968 avec l'Amococadis, les élus ont pris conscience du fait qu'il fallait préserver l'environnement. Et on a commencé à faire des zones non pas de préemption, quoique le département est bien évidemment sur le long de son territoire a énormément de zones de préemption. On tient à cette biodiversité par l'entretien de nos zones humides, par le développement de zones humides et comment dirais-je, je ne trouve plus mon mot, mais l'achat de terres pour donc protéger notre environnement. Le reboisement, oui, là, et revenir sur cette biodiversité qui est un enjeu, à mon sens, plus qu'important, voire primordial. Et puis, il y a également cette façon d'agir auprès des territoires sur des exemples territoriaux, par contre, de communes ou sur les projets ambitieux que sont Ramsar, puisque dans Ramsar, bien évidemment, on protège la biodiversité, mais on fait social, puisque tout le monde est mis autour de la table, les agriculteurs, les élus, les habitants. Donc, on est vraiment dans le rôle social. Et je n'oublierai pas les chasseurs. Tout le monde y est. D'accord, oui, donc de la concertation, du travail entre les acteurs, Oui. Une préoccupation pour un enjeu qui est un enjeu à la fois écologique et social, vous nous l'avez rappelé, mais qui est aussi facteur aujourd'hui de développement touristique et d'attractivité. On reboucle la boucle et on voit bien que là, tout est lié sur la même problématique sur un territoire donné. Oui, et puis on se trouve aujourd'hui devant un paradoxe sur notre territoire, sur notre Finistère, puisque tout le monde veut maintenant profiter de ces beaux atouts qu'est la nature et que sont les sentiers douaniers et les sentiers d'intérieur, cette protection de tourbières, voilà, tous ces grands espaces que nous avons, et Sylvie Magnano en a parlé tout à l'heure. On se trouve donc devant ce paradoxe qui est voilà, cette beauté du paysage,
ce bien-être de vivre avec une forte pression du tourisme d'une part et la pression immobilière d'autre part. Ce qui nous oblige sur la protection de nos territoires à bien évidemment faire de l'éducation à l'environnement, parce que il est indéniable que si chacun fait ce qu'il veut sur toutes les landes, par exemple, ou sur certains espaces, en quelques années, tout le travail fait par nos prédécesseurs tombe à l'eau, si je puis dire. Alors, vous parlez d'éducation, j'en profite pour soumettre à la sagacité de tous les panélistes intervenants une question d'Émilie Jardet sur l'éducation à l'environnement. Alors, vu que l'éducation à l'environnement a été mise en place depuis 20-30 ans, une étude existe-t-elle et qui a mesuré les impacts de cette prise de conscience sur les jeunes? Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a des informations sur le sujet et qu'il souhaiterait nous le communiquer? La conscientisation des jeunes générations sur le sujet. On sait que c'est un sujet qui les intéresse, un sujet qui les fait vibrer, mais est-ce que ça peut se mesurer? Bon, moi, je ne sais pas, je prends la parole parce que je vois que personne ne la prend. En fait, je pense que c'est très difficile à mesurer. Je ne suis pas là en mesure de répondre vraiment à la question. Par contre, je pense que le REB, le réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne, pour ceux que ça intéresse, doivent avoir mené un certain nombre de travaux là-dessus. Donc, j'invite la personne qui pose la question à prendre contact avec le REB, réseau d'éducation environnement Bretagne. Il y a peut-être un complément, c'est que les études montrent que les jeunes ont soif d'engagement. Alors, c'est un engagement différent de ce qui se faisait par le passé, peut-être dans les associations. On devenait bénévole, on s'inscrivait dans le temps, très longtemps, on rentrait au bureau des associations. Donc, c'est un engagement un petit peu différent, peut-être plus ponctuel, plus lié aussi à certains territoires. Mais ça, c'est une dimension très intéressante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de désintérêt de la jeunesse, des enjeux écologiques notamment, et c'est une bonne nouvelle. Et il y a même une envie de contribuer à quelque chose, alors encore une fois, d'une manière différente, plus ponctuelle, mais il y a aussi une réflexion de savoir comment répondre à cette envie-là. Bon, bah écoutez, super. Je suis en train de vérifier s'il nous reste des questions qu'on n'aurait pas épuisées. J'ai l'impression qu'on a fait le tour, mais c'est le retour des vacances en Bretagne. Les gens ont peut-être des occupations à la fois professionnelles et personnelles. Il nous reste 4 minutes. La PAC, est-ce que c'est un sujet qui vous inspire, la PAC? Sylvie? Oui, il y aurait tellement de choses à dire que c'est compliqué là en peu de temps. C'est un levier, c'est voilà, c'est extrêmement compliqué de répondre sur la PAC en particulier. Oui, c'est un levier important. Ça conditionne beaucoup de choses. En tous les cas, la question agricole en Bretagne, elle est majeure. Les deux facteurs principaux, en fait, en termes d'impact direct sur la biodiversité, il y a l'agriculture, l'aménagement du territoire, sont vraiment deux grands secteurs sur lesquels il faut travailler si on veut travailler sur les mesures qui ont un impact direct sur la biodiversité. Voilà, donc la PAC, les aides de la PAC, la manière dont la région Bretagne va pouvoir aider à cette transition agricole, c'est effectivement quelque chose de très important. Maintenant, voilà, je ne peux pas rentrer dans le détail technique des choses. La PAC, c'est quand même extrêmement technique, extrêmement compliqué. Et donc là, je ne me risquerai pas sur ce terrain-là, maintenant, à 4 minutes de la fin. Et il nous reste, c'est ce que je vais dire, à peine 3 minutes. Amandine, peut-être un mot? Oui, tout à l'heure, je parlais de la cohérence des politiques publiques. Et typiquement, la PAC, alors c'est 9 milliards d'euros par an en France, pour la France, 50 milliards au niveau européen. Et c'est ce qui a réussi à structurer il y a 40 ans l'agriculture. Donc, on peut avoir confiance dans le fait que si on a une politique comme ça qui est cohérente sur ces deux piliers, on puisse vraiment accélérer ces choses et les transitions. Et c'est ce qu'il faut construire. Donc là, la PAC au niveau européen est pensée, mais la France va travailler sur ce plan stratégique national ces prochains mois, donc qui doit faire état de la manière dont la France va utiliser les leviers de la PAC, donc jusqu'en juin. Donc on a ces prochains mois pour essayer d'utiliser les bons curseurs, les bons leviers et faire en sorte qu'on réduise l'usage des pesticides, qu'on réassocie agriculture et élevage, bref, qu'on essaye
de réduire un peu nos impacts. Et voilà, le problème de la PAC, enfin le problème non d'ailleurs, mais c'est que c'est tous les 7 ans, donc c'est vraiment des rendez-vous très importants que ceux qu'on est en train de vivre actuellement. Alors, avant le prochain round de la guette, moi, je vous propose une dernière petite question sur la Convention climat. C'est d'actualité. Est-ce que vous appelez de vos voeux une convention sur la biodiversité? Est-ce que c'est un sujet? C'est pour avoir le même résultat. Je ne suis pas sûre que ce sera beaucoup de temps perdu. Ouais, en tout cas, il faut un peu reclarifier les règles du jeu. Parce que mobiliser 150 personnes, autant de mois, sans leur dire vraiment de manière précise comment sera utilisé leur travail, puisque c'est des gens qui non seulement ont travaillé des week-ends, mais ils ont travaillé le soir. Enfin, vraiment, il y a un investissement vraiment exceptionnel de tous ces citoyens. Donc c'est vrai qu'avoir le sentiment d'avoir joué à un jeu sans connaître les règles jusqu'au bout, c'est un petit peu compliqué. Donc attendons ce qu'on fera de cette loi climat avant de savoir si on le remet sur la table sur la biodiversité. Et puis pour prolonger, en fait, si une convention biodiversité, c'est un rassemblement de personnes d'horizons différents qui examinent un sujet avec des regards différents pour proposer des solutions consensuelles, en Bretagne, il y a l'étude du Césaire. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Sylvie. Je vous remercie toutes et tous, en tout cas, pour votre participation et pour ces échanges nourris et nombreux. Il est donc 19h30, le temps pour nous de rendre la parole. Je vois Fabienne Collas qui nous rejoint peut-être. Madame la Présidente, un dernier mot avant de conclure. Vous êtes dur. Si j'avais su, j'aurais pas remis tout de suite ma caméra. Moi, j'étais très studieuse. Moi aussi, j'ai pris beaucoup de notes. Je vous aurais presque invité à découvrir un joli roman de Baptiste Morisot qui s'intitule Manière d'être vivant. Et de même que dans l'étude du Césaire, on a dit que tous les Bretons n'habitaient pas la biodiversité de la même façon. Eh bien, lui nous invite à refaire connaissance, en fait, à réapprendre à être vivant, et puis à imaginer une politique des interdépendances, et puis qui allie la cohabitation avec des altérités. Et je trouve que et ben voilà, on voulait un peu de poésie pour finir, c'est parfait. Allez, on élève le débat jusqu'au bout. Merci à toutes et à tous. Soirée. Et vous pouvez retrouver ce webinaire donc en différé sur le site de la Mutualité française de Bretagne. Bonne soirée, au revoir. Merci. Au revoir, merci. À tous. Merci beaucoup.